Alors, je vais peut-être commencer par passer la parole à Benoît pour que tu puisses nous donner assez rapidement les grandes lignes de la politique du ministère en matière de transition écologique et puis peut-être nous faire un état des lieux sur les travaux qui ont abouti sur un sujet finalement dont on s'est saisi. Alors, c'est un peu schizophrène ce que je fais parce que j'ai parlé des fois on vu de rythme, on vu de l'UB, mais on vu du ministère. Oui, puis... Donc, mais je me soignerai après. Donc, quels travaux ont abouti à ce stade, puisque c'est, je le répète, un sujet finalement qui a été saisi assez tardivement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et surtout qu'en plus, tu vas être tenté de vouloir aussi apporter des compléments à ce que je vais dire aussi, donc ça va pas être facile. J'essaie de faire en sorte que non. Par contre, il faut que tu parles bien fort. Parce que, Oui. Peut-être avant de répondre directement sur la partie qui nous anime sur la pédagogie, rappeler aussi un peu le point de départ et ce qui s'impose à tous les ministères et dont nôtre et à l'enseignement supérieur et à la recherche, c'est les engagements forts qu'a pris l'État pour répondre aux enjeux changement climatique, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources. Des enjeux forts, j'en citerai que deux, je ne vais pas faire toute la liste, mais on pense notamment à la réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre, donc d'ici 2030, ce qui veut dire qu'il faut réduire 5% par an et que on doit être acteur sur cet enjeu-là, la réduction de la consommation énergétique des bâtiments de l'État de 40%. Donc tout ça, et derrière, ça repose sur 4 stratégies qui sont la stratégie nationale de la biodiversité, la stratégie nationale bas carbone, le PNAC, le plan national d'adaptation au changement climatique, et la programmation pluriannuelle sur l'énergie, et avec une stratégie transversale qui est la stratégie autour des services publics éco-responsables. Donc ça, et avec des mesures et des actions qui sont listées dans le cadre par le secrétariat général de la planification écologique. Et cette planification écologique, comme je le disais, s'impose à chaque ministère, dont le nôtre, et chacun doit apporter sa contribution. Et là où notre ministère, l'enseignement supérieur et la recherche, doit se positionner comme un acteur majeur, c'est lié notamment à nos deux missions intrinsèques que sont la recherche, parce que c'est les scientifiques dans l'ESR qui apportent des connaissances sur ces sujets, et puis qui peuvent aussi définir des trajectoires, notamment de transformation, et co-construire des solutions. Et puis il y a la partie qui nous anime, bien évidemment, c'est qu'on est source du savoir et de la transmission des connaissances, et on sait pertinemment que sur ces sujets de la TEDS, et de la transition écologique plutôt en général, tous les métiers vont devoir intégrer la transition écologique, et puis on parle aussi de spécialisation et de nouveaux métiers, les métiers verts, et donc il faut apporter des connaissances à nos étudiants et former à ces nouvelles compétences. Je t'interromps, ouais. C'est l'une de mes questions surprises. Oui, tu m'avais dit qu'il y en aurait des... Comment, on est en 2024, comment tu expliques qu'un ministère qui porte l'enseignement supérieur et la recherche, comme tu l'as dit, finalement, on n'en est pas au balbutiement, mais on n'est pas dans une... Ça fait pas 10 ans que le sujet est sur la table du ministère. Comment tu l'expliques? Non, ça fait pas 10 ans, je dirais. Oui, ça fait, je sais pas, je dirais ça fait 2-3 ans où on travaille vraiment à fond sur le sujet. Ça fait 2-3 ans. Je pense que c'est lié. Alors moi, je peux prendre ma casquette aussi plutôt GIEC et mon expérience autour du changement climatique. J'ai vu un tournant, notamment au travers des conférences que je donne et la sensibilité des citoyens, des élus ou même de mes collègues. Ça s'est fait aussi, il y a 4-5 ans, le tournant. Je prends toujours cet exemple, une conférence donnée à l'université d'Ormont il y a 5-6 ans, vous avez dans l'amphi 50 personnes. Une conférence donnée il y a 3 ans, l'amphi, on l'a sous-calibré, il était plein. Et ce que je vois là, je le vois aussi au travers des élus, donc il a fallu tout un cheminement de pensée, je dirais, vraiment de prise de conscience de ces enjeux-là. Alors il faut toujours travailler, la prise de conscience, et c'est ça aussi qui nous a amenés tous à une réflexion et se dire, bah oui, le SR est concerné, mais les autres ministères, je dirais, c'est un peu, à part le ministère de la transition écologique, les autres ministères, c'est un peu la même chose, quoi. Ok. Et du coup, si on en est où là, 2-3 ans après, notamment concrètement, qu'est-ce qui a été réalisé par le ministère? Qu'est-ce qui est visible vu des établissements?
Alors, ce que je pense visible, j'espère. Alors, il y a déjà, alors ça, c'est peut-être, il y a un élément structurant pour le ministère, c'est notre plan climat, biodiversité et transition écologique. Hein. Pourquoi? Parce que ce plan-là, il a fixé un cadre, vraiment un cadre politique stratégique, hein, sur notre contribution, hein, du ministère à la transition écologique. Et à partir de ce cadre-là, voilà, a été décliné des actions, et notamment sur la recherche, formation, et aussi sur on a une part à jouer sur la réduction de l'empreinte environnementale, et sur la partie formation, ben, on a travaillé maintenant depuis quelques années avec 4 étapes. Comme vous le savez tous, il y a eu une première étape qui a été menée, qui a bout de consultation et de travail collaboratif, qui a amené à la rédaction d'une note de cadrage et de préconisation pour former les étudiants de premier cycle à la TEDS, et qui avait été l'élément fédérateur. Ça avait été lors du discours de la journée TEDS de Bordeaux, c'était notre ministre qui avait lancé, qui a lancé la démarche aussi. Hein, voilà. Et donc il y a eu cette note de cadrage. Que j'espère vous connaissez tous, et donc j'ai peut-être pas besoin de redonner ce qui est dans la note de cadrage, mais on verra peut-être. Je vais définir d'abord les étapes. La deuxième étape ici a été menée aussi. Je vais poser une question quand même à la salle. Désolé, d'habitude c'est vous qui posez les questions. Est-ce que quelqu'un oui, connaît les quatre axes de formation qu'on a choisis dans la note de cadrage? Les grandes thématiques, tu veux dire? Les grandes thématiques, ouais. Oui, notre ego, on prend un coup. Ah oui, là, vas-y. Hein? Tu les as donnés en partie. En partie, oui, quand j'ai parlé. Alors François, est-ce que tu les connais? C'est les ressources, ouais. Les ressources, la biodiversité, ouais. le réchauffement climatique et la transition juste et équitable. Parfait. En voilà un qui a lu la note de cadrage. Oui, tu as bien mérité d'être vice-président sur le sujet. Donc, oui, mais c'est un peu logique. Hein. Si lui l'avait pas lu... Le reste, ça aurait été inquiétant. Parce qu'on l'a envoyé quand même au chef d'établissement, et donc il faut peut-être se poser une question. Alors, on l'a envoyé au chef d'établissement, donc ça doit disséminer. Donc on peut se poser la question si les collègues l'ont lu ou si ça a été disséminé. Voilà. Et du coup, les travaux qui aboutissent là cette année, donc il y a une première étape, tu viens de le dire, et la deuxième étape? Alors la deuxième étape, donc il y a eu un travail, là encore, un travail collaboratif avec un groupe de travail, des consultations aussi qui ont été menées depuis 2023, septembre 2023 à juillet 2024. Donc les consultations, c'était auprès de sociétés savantes, conférences de doyens, CPCNU, CNESER. Et là, cette deuxième étape, c'était sur la formation des enseignants et enseignants-chercheurs à la TEDS, avec une partie avec 2 parties distinctes, une partie acculturation, c'est-à-dire comment on donne un socle commun aussi à nos collègues enseignants et enseignants-chercheurs, et aussi au personnel, et une partie plus qu'on a appelée formation, parce qu'il y a aussi, puisque au plus tard, en 2025, on doit former nos étudiants de premier cycle, il faut que les enseignants-chercheurs s'y mettent, et donc il y a une partie de formation de ces enseignants-chercheurs. Et donc là, on est en train de travailler, on a fait notre dernier GT le 4 juillet, on est en train de travailler sur la rédaction d'une note de préconisation, sur cette acculturation et formation, qui sera envoyée au chef d'établissement en septembre. Ok, on en reste peut-être là, et puis Oui, parce qu'après, il y a les 2 autres étapes. Voilà. Merci Benoît pour cette première partie. Puis on pourra parler aussi des schémas directeurs qui sont attendus pendant pas longtemps. Florence, donc en préparant la table ronde, j'ai lu le journal de Saône-et-Loire, ce qui n'est pas toujours le cas, et j'ai lu, il y a quelques mois, il paraît un article qui disait « Depuis la rentrée de janvier, une nouvelle option ouverte sur le site universitaire du Creusot, l'option internationale mention économie circulaire, entièrement en anglais. Cette dernière formera de janvier à mars une dizaine d'étudiants à l'adaptation. » L'économie circulaire, parce qu'on s'est dit c'est une thématique qui peut intéresser tout type d'étudiants, toutes les formations. On a eu 200 candidatures, un petit peu plus, pour 24 places. Donc, ça marche. On va parler trop fort. Le retour du coup, là, ça fait un peu voix d'outre-don. Il est bien revenu. Oui. Donc là, c'est bon.
Donc du coup, on a accueilli les 24 étudiants internationaux. On a fait le programme de visite d'entreprise, des ateliers, des interventions, et ça s'est terminé par un challenge final. Suite au succès de ce programme de mobilité courte, j'ai eu l'idée avec Alice Meriodo, qui est la responsable des relations internationales, de créer cette option internationale mention économie circulaire pour les étudiants du site universitaire. Donc, elle a commencé au mois de janvier, donc c'était sur le premier trimestre, on va dire, de l'année 2024. Et pour une première année, on a ouvert à 10 étudiants uniquement. Donc, qui souhaitaient, qui s'intéressaient à cette question-là et en même temps qui avaient envie de pratiquer l'anglais, puisque certains, d'après les retours que j'avais eus, souhaitaient pouvoir parler davantage en anglais. Et c'est vrai que même si on a des TP en langue, ça ne suffit pas forcément quand il y a 15 étudiants. Donc, on a ouvert, on a eu les 9 étudiants, enfin 10 au départ, mais voilà, un étudiant a quitté la formation dans laquelle il était inscrit. Donc 9 étudiants issus de différentes formations, donc départements tertiaires, techniques de commercialisation, des étudiants des départements industriels et des étudiants des masters internationaux. Ce qui fait que ces étudiants-là, en plus, ne parlaient que anglais. Donc ça a permis de favoriser les échanges linguistiques. Donc ça, c'était le point de départ. Et puis... Non, la question aussi, c'est par rapport au tissu industriel, puisque c'est des entreprises qui sont dans le bassin ou à proximité du Creusot. Oui. Comment tu as choisi comment ces entreprises ont-elles adhéré ou... Oui, alors du coup, j'avais participé à la fresque de l'économie circulaire à l'IUT. Et donc, c'était le groupe Agir qui l'avait animé. Et donc, je les ai contactés en leur expliquant un petit peu le projet. Donc, ils m'ont donné des contacts. Et on a souhaité rester en local, déjà pour faire découvrir à la base aux étudiants internationaux la culture française et puis vraiment des entreprises locales. Et on est resté là-dessus sur l'option. Donc, on a développé des partenariats au départ avec l'entreprise Plastipac, qui nous accueillait à chaque fois pour visiter l'entreprise, faire des interventions également auprès de nos étudiants, notamment sur l'éco-conception. Et là, on essaie d'élargir, en tout cas, notre cercle d'entreprises. Donc, tous les ans, on intègre de nouvelles entreprises. J'ai le sentiment que lorsqu'on parle de transition écologique, et c'est un échange que j'ai eu avec Alice, on voit tout de suite le côté climat, réchauffement climatique, biodiversité, etc. Le côté économie solidaire, il faut qu'on réfléchisse un peu pour voir le lien avec la transition écologique. Comment tu l'expliques, toi, quelqu'un qui te dit, finalement, c'est quoi le lien entre l'économie solidaire et la transition écologique? Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est peut-être pour ça qu'on a choisi l'économie circulaire. J'ai encore un étudiant cette semaine qui me disait, mais je ne connaissais pas économie linéaire, économie circulaire. Pour moi, il n'y avait que l'économie circulaire qui existait. Donc lui, il est chez Framatome, il est alternant. Et en échangeant à travers l'option, il s'est rendu compte qu'en entreprise, il n'y avait pas forcément des actions qui étaient mises en place. Donc il a voulu se pencher sur la question. Et en lisant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que l'économie circulaire. Et que ça faisait partie, en tout cas, de la transition écologique. Et les entreprises, c'est quoi la plus-value pour les entreprises d'accueillir ces jeunes dans leur mur? Alors, les entreprises avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, ça fait partie de la stratégie d'entreprise que d'accueillir des étudiants notamment, ou ça peut être des lycéens aussi, et de montrer ce qu'ils font pour ensuite sensibiliser les étudiants, les futurs professionnels qui vont devenir. Donc, c'est vraiment une stratégie d'entreprise. Et donc là, si j'ai bien compris, les étudiants ont bénéficié du dispositif au cours du premier trimestre de l'année civile, donc voilà. Janvier-mars. Oui. Quels sont les retours? Est-ce que tu as mené une évaluation? Oui, alors ils n'étaient pas très nombreux. Je me suis permis, j'ai fait des entretiens avec les étudiants. Ce qu'il en est ressorti, c'est que je fais référence à une étudiante du secteur industriel. Ça lui a permis de comprendre
ce qu'elle faisait dans sa formation, les liens qu'il pouvait y avoir. Le fait que ce soit une approche un peu technico-commerciale, ça permet de compléter aussi la formation des uns et des autres. Et en tout cas, elle m'a dit que ça avait été très positif. Donc j'ai aussi demandé en termes de contenu ce qu'il fallait modifier ou s'il y avait eu des manques. Tous les retours sont positifs, mais je continue à creuser. Je reviendrai tout à l'heure, j'aurai d'autres questions sur le dispositif. Je propose qu'on passe la parole à François. Donc j'ai lu, moi, le Rythme m'a passé le dossier que tu avais déposé dans le cadre de l'appel à projet Rythme BFC. Et du coup, j'ai été très intrigué par le bureau vert, que je trouve très original, et j'aimerais que tu nous décrives ce que c'est que le bureau vert. Et pareil, la genèse, j'ai cru comprendre, c'était en STAPS à Dijon. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas loin du germe de départ. Donc voilà, comment ça a pris et là où tu en es du déploiement, et ce que tu en attends maintenant avec ta casquette de VP de l'UB. Ok. Alors, avant de vous définir cet objet qu'on a appelé bureau vert, hein, donc on avait tout à l'heure un dessin qui était université verte. Je dirais simplement c'est une partie de l'université verte. Ça va être une partie de l'université verte. Mais avant ça, j'aimerais faire résonner d'abord quelques questions en fait chez vous. Et si une ou plusieurs de ces questions peuvent trouver écho chez vous, alors peut-être que le bureau vert peut être une solution. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que seuls quelques étudiants ou quelques membres du personnel s'engagent dans le développement durable dans votre composante ou dans votre université ou dans votre service? La deuxième question, c'est est-ce que l'administration universitaire, au sens large, considère-t-elle le développement durable comme finalement une question de faible priorité? La troisième question, c'est est-ce que il existe des initiatives de développement durable qui sont déconnectées en fait les unes des autres au sein de la composante, au sein de l'université, au sein du service. La quatrième question, l'avant-dernière, est-ce que les efforts de développement durable ne sont pas visibles et est-ce que les usagers ne savent pas comment s'impliquer dans ces événements ou dans ces initiatives? Et la dernière question, c'est est-ce que les efforts de développement durable s'arrêtent lorsque le porteur de cette initiative quitte l'université? Voilà. Donc en fait, le point de départ, chez moi en tout cas, qui a été à l'origine du dépôt du projet, c'est de dire on ne peut pas ancrer la durabilité au cœur de nos établissements si les initiatives reposent sur des initiatives personnelles qui s'arrêtent quand la personne quitte l'établissement. Et donc en fait, le bureau vert, c'est le moyen d'ancrer le problème de la durabilité sur le long terme et de faire qu'on ait une certaine permanence, une continuité dans les actions qu'on va mener au sein des établissements et au sein des composantes. Alors, indépendamment des personnes. Indépendamment des personnes. C'est-à-dire qu'on compte sur le bureau vert pour créer un compagnonnage, une habituation, une formation continue des gens qui vont fréquenter le bureau vert pour que ce soit la mission qui reste au-delà de la personne. Voilà. Donc la vraie philosophie du bureau vert, c'est ça. Et c'est ça qui va animer la démarche de construction. On en est tout au début, je reviendrai tout à l'heure si vous avez des questions. En fait, voilà, c'est ça la démarche. Alors si je devais le définir de manière un peu plus structurée, je dirais que le bureau vert, c'est un dispositif qui permet aux étudiants, mais aussi à tout le personnel, et quand je dis à tout le personnel, Benoît l'a dit tout à l'heure, c'est tous les métiers qui sont concernés. Donc pour moi, à l'université, il y a 3 métiers. Il y a le métier de l'étudiant, il y a le métier des enseignants-chercheurs, mais il y a aussi le métier de tous les personnels qui travaillent au quotidien, aux achats, au RH, à la QVT. Et donc ces gens-là doivent intégrer le bureau vert. Donc quand je dis dispositif qui permet aux étudiants et au personnel d'interagir en continu, ça c'est très important. On cherche l'interaction et de manière continue. Ça, c'est important, pour intégrer le développement durable au cœur de l'établissement dans tous ses périmètres. Alors, tous les périmètres, c'est la formation, c'est la recherche, c'est bien sûr la vie sur le campus, la QVT, etc. etc. Donc, si je devais faire une métaphore pour illustrer encore un peu plus en avant ma définition, alors une métaphore qui peut sembler peut-être un peu paradoxale vu ma position développement durable, vous allez comprendre pourquoi. Je dirais que le bureau vert, c'est en quelque sorte le réacteur
du développement durable à l'université. En tout cas, on va essayer de faire en sorte qu'il devienne le réacteur. Vous comprenez que le projet est balbutiant, on est au départ. Je remercie d'ailleurs Rythme BFC d'avoir soutenu le projet parce que je pense qu'il est porteur d'avenir et puis surtout d'essaimage pour les collègues à travers les universités françaises. Et donc le réacteur du développement durable à l'université, c'est le Bureau Vert. Idéalement, pour moi, ce serait un tiers-lieu. Un tiers-lieu, bien sûr, éco-responsable, où il fait bon vivre et puis où on a envie de venir. Alors ça, c'est du bâtiment, hein. Il faut l'inscrire dans une stratégie bâtimentaire de l'université, c'est un investissement majeur, mais ça doit passer par là. C'est pas juste une petite salle qu'on dédie à une association étudiante au sein de l'université. Il faudrait y ancrer la maison du vélo, peut-être un bureau international, faire un tiers-lieu, quelque chose de vivant, où les enseignants, le personnel, les étudiants se côtoient au quotidien. Ensuite, dans ce réacteur, on doit opérer ou doivent s'opérer les multiples réactions en chaîne. Multiples réactions en chaîne entre les parties prenantes, les étudiants, tous les personnels, tous les enseignants, mais aussi les collectivités et peut-être d'autres membres de la société. Je pense aux écoles, par exemple. L'école primaire, on voit pas beaucoup d'enfants sur nos campus, alors que c'est l'origine de la science, c'est là qu'on doit former, qu'on doit éduquer. Et donc, il faut faire venir les gens sur nos campus. Le Bureau Vert, il a destination à faire venir les gens et à faire interagir les parties prenantes. Et toutes les parties prenantes, réaction en chaîne. Vous comprenez pourquoi la métaphore est un peu décalée, parce qu'on on est sur la métaphore un peu nucléaire. Mais j'ai trouvé que cette image était intéressante. Et je crois que ces réactions en chaîne seront celles, finalement, qui vont permettre de produire, de fournir l'énergie verte dont l'université a besoin. Une provocation? Bien sûr. Je ne vois pas la contradiction entre réacteur et nucléaire et le Bureau Vert. Alors ça dépend de quel bord on se place. Si on est sur un bord strictement écologique, on dit non au nucléaire. Si on est sur un bord décarbonation, on peut dire oui au nucléaire. Mais alors comment le VP le vit-il, cette contradiction? Ah non, je la vis très bien. Okay. Je la vis très bien. Mais je voulais choquer personne, alors j'ai pris quelques précautions de langage. D'accord. Donc ma problématique, c'est de permettre de fournir l'énergie verte nécessaire pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés par l'agenda 2030. Benoît les a rappelés tout à l'heure. Baisse de 55% des émissions. C'est un objectif ambitieux, c'est 5% par an. L'université, le campus, les gros campus, j'oublie pas les campus territoriaux, mais les gros campus sont des petites villes dans la ville. Et les interactions, les possibilités de travail sont nombreuses et multiples. Et donc, si je comprends bien, pour l'instant, il y a une phase d'exploration qui est à l'UFR STAPS. Et l'idée après, c'est est-ce qu'il y a autant de bureaux verts qu'il y a de composantes? Ou est-ce que tu veux un bureau vert avec tiers-lieu, visible, guichet unique pour les citoyens comme pour les usagers de l'université? Ouais, je te remercie de me poser la question, Sébastien, parce que là, du coup, je vais changer de casquette, parce qu'il y a deux casquettes. Il y a le détenteur du projet Rythme qui vous parle. Quand j'ai déposé le projet, c'était le mois de mars et le mois d'avril, c'était encore trop tôt pour moi au niveau de la promotion à la vice-présidence dédiée de l'université. Donc, en fait, quand j'ai déposé le projet, je n'étais pas encore VP. Et donc, j'ai dit, OK, on va faire une expérimentation locale en STAPS, Dijon et Le Creusot. Donc, créer le bureau vert STAPS pour apprendre à le gérer et apprendre à le faire fonctionner. Et en fait, entre-temps, cette mission est venue se surajouter au projet. Et donc, d'emblée, on va s'arranger avec la gouvernance de l'université pour l'essaimer tout de suite à l'échelle de l'université. C'est-à-dire qu'on va créer un bureau vert de l'université dans lesquels des étudiants, des composantes seront conviés, des personnels et des enseignants. Pour alimenter ce bureau vert, on a constitué un réseau des référents des DRS à l'université de Bourgogne. On en a aujourd'hui 56 dans toutes les composantes et de tous les métiers. J'insiste, ça c'est très très important. J'ai des RA, j'ai des personnels BIATS, j'ai des enseignants. Il n'y a aujourd'hui encore pas d'étudiants dans le réseau des référents parce qu'on a démarré la quête, la construction du réseau en mai. Ce n'était pas une période très favorable pour les toucher. Et donc, bien sûr, dès septembre, on va les associer à ce réseau pour qu'on puisse, avec eux, tester la solidité aussi de notre schéma directeur. Benoît en a parlé tout à l'heure. Il est en cours d'écriture, en cours de construction. Et donc, on va travailler au sein du réseau pour solidifier avec les étudiants notre schéma directeur. Et j'imagine, c'est aussi de décliner
territoriaux. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est, encore une fois, vous l'avez compris, hein, les réactions en chaîne, c'est ça. Les réactions en chaîne, c'est qu'on n'est pas des initiatives isolées dont on ne connaît même pas les tenants, les aboutissants, alors qu'on travaille au même endroit. Ça, c'est plus possible. Le Bureau vert doit être le lieu central par lequel transitent toutes les initiatives en faveur du développement durable, de la responsabilité sociétale et environnementale. C'est le guichet unique, si vous voulez, du développement durable. Voilà. C'est comme ça que je le conçois. L'initiative de ma collègue de l'IUT de Creusot, je l'ai découverte par un poster hier matin. Voilà. Je suis VP développement durable, pas depuis longtemps, je vous l'accorde, mais je la découvre sur un poster. Tu vas voir. Oui, Bureau vert, je ne sais plus j'ai vu ça aussi dans une autre université, mais de tête, je ne me souviens plus. Et puis il y a d'autres, oui, il y a d'autres initiatives. On en a discuté au séminaire CIRS à l'université de Rouen. On a créé un institut des transitions avec 4 pôles. Donc il n'y a pas tout à fait les mêmes, non, la même visée. C'est pas tout à fait la même visée. C'est-à-dire que dans l'institut, il y a eu un institut créé aussi à Bordeaux, aussi sur les transitions. On a un à Rouen. Et à Lyon 3, je crois aussi, non? Il n'y a pas un institut de transition à Lyon 3. Voilà, exactement. Mais qui ont des... oui, qui n'ont pas forcément tout à fait les mêmes objectifs et visées. Nous, dans celui de Rouen, on essaie de prendre l'ensemble, c'est-à-dire comment il y a un pôle, intégrer la TEDS en formation, intégrer la TEDS en recherche pour avoir des projets un peu plus transversaux, la réduction de l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone énergétique, favoriser la biodiversité, et puis une partie aussi, tout ce qui est politique sociale, qualité de vie universitaire, qualité de vie au travail, étudiante, parce que quand on aussi veut réduire nos impacts environnementaux, c'est toujours le problème de trouver l'équilibre, garder une recherche de qualité, garder une formation de qualité, puis garder une qualité de vie aussi plus que correcte sur nos campus. Donc on essaie de le voir de façon systémique, mais on avait peut-être démarré il y a 15 ans, on a 15 ans d'expérience, et au départ, on n'était que sur l'empreinte environnementale, et puis progressivement aussi, chemin faisant, on a évolué. Puis l'université aussi, on en parlera peut-être, a mis des moyens en interne. C'est-à-dire qu'on a un institut, il y a 11 personnels dans l'institut pour s'occuper de tout ça, quoi. C'est un point qu'on abordera aussi avec François après sur les moyens. Maintenant qu'il est VP, il aura la responsabilité aussi d'aller chercher les moyens pour accompagner au-delà du coup de pouce de rythme. Julien, moi ce qui m'a intéressé dans le projet, donc tu as déposé aussi dans Rythme, qui a été l'impulsion, c'est typiquement le travail qui nous reste à faire au ministère, c'est comment on fait glisser la transition écologique dans les contenus disciplinaires. J'en mesure la difficulté, et donc je voudrais savoir un peu là où tu en es. Est-ce que c'est une phase exploratoire? Est-ce qu'il y a des disciplines avec lesquelles c'est une évidence, ça marche mieux, et d'autres qu'il faut aller chercher? Comment tu vois les choses? Et du coup, c'était quoi concrètement le coup de pouce de Rythme? Un peu d'argent, j'imagine, mais pas que. Ouais. Alors du coup, je mets un petit peu de contexte pour voir comment on en est arrivé là. Ouais. Alors du coup, l'injonction ministérielle là, de mettre en place ce module de socle commun. La recommandation, pardon. La date, ouais, tu l'as dit, de 2022. Du coup, nous, on s'est lancé dans la construction de tout ça. Mal entouré. Ouais, ou bien entouré, tu choisis. C'est du cadrage et de la préconisation. Okay, donc le cadre est précisé. Donc on s'y est mis dans la foulée. On a mis ça coïncidait avec notre changement de maquette qui démarre là en septembre 2024, ce qui veut dire que les équipes pédagogiques travaillaient sur les maquettes pendant le printemps 2023. Donc en fait, on a dû se mettre dans le bain entre l'annonce de la ministre en octobre et puis l'arrivée de la lettre de cadrage en juillet. Donc on a cadré avec ce qu'on pouvait à l'époque. Et donc on a lancé les opérations à ce moment-là. Et ce qui m'a semblé important,
C'est un petit peu en lien avec ce que tu as dit, François, avant. Hein. C'était ce côté fédéré des initiatives qui existent déjà, des gens qui sont sensibles à la question et qui sont déjà plus ou moins engagés. Des fois, ils ne sont pas engagés, mais ils ont envie d'y aller. Des fois, ils sont déjà lancés dans des expérimentations. Les faire se connaître, les faire se rencontrer. Donc, j'ai passé un appel à l'ensemble de l'établissement et on a eu comme ça, en tout, une 60aine environ de personnes qui se sont manifestées pour contribuer à la conception du module. Et en vrai, il y en a 25-30 qui sont réellement actifs, mais les autres, ils reçoivent les mails, quoi. Donc ouais, il y a eu beaucoup de réunions pour définir à la fois le contenu. Donc évidemment, on s'est beaucoup inspiré de la lettre de cadrage. On a conservé les axes qui étaient proposés. On en a rajouté un, en fait. On en a rajouté un santé environnementale, parce qu'on a eu collectivement le sentiment que la dimension transition juste et équité sociale, c'est juste un axe que... Bah, c'est énorme, en fait. Oui, c'est juste énorme. Donc du coup, en rajoutant santé environnementale, ça permettait en quelque sorte de donner plus d'épaisseur à cette thématique-là. Et du coup, là, on en est maintenant un peu à la sortie du tunnel, puisqu'on va démarrer en septembre, avec le module qui est ficelé, c'est-à-dire que les cours sont prêts. On a collectivement, alors quand je dis collectivement, c'est il y a vraiment des gens de toutes les composantes, pas de toutes les filières, hein, mais de toutes les composantes, oui. Et donc ça a permis, il y a eu un très très gros travail d'élagage, parce qu'au début, les personnes qui sont arrivées avaient toutes une vision assez claire de ce qu'elles voulaient, donc avec une liste d'éléments à traiter absolument. Et donc quand on mettait tout bout à bout, il y en avait à peu près pour 2 ou 3 000 heures d'enseignement. Et donc on s'est dit, maintenant, il faut arriver à 20. Comment on fait? C'est là où tu as repris ta casquette de VP en disant, on n'a pas les moyens pour le faire. Non, en fait, il le savait. Donc il n'y a pas eu besoin de négocier là-dessus. Il y a eu besoin de négocier sur quels sont les points qu'on concède, qu'en fait, ils sont anecdotiques vis-à-vis de tout cet élément-là. Et il a fallu que chacun fasse le deuil de ce qui lui tenait à cœur et qui voulait vraiment mettre son empreinte dans le projet, et que les autres lui faisaient comprendre que, en fait, non. Voilà, donc il y a eu que je prenne bien juste, là, ça concerne, c'est un module commun ou est-ce qu'il est customisé par discipline ou par grand champ disciplinaire? Alors, il est commun à toute l'université dans sa construction. Mais après, finalement, on est un petit peu dans la même démarche que ce qui a été fait par le ministère, c'est-à-dire qu'on propose ça comme une préconisation, en disant, alors ce qui est cadré et qui est strict, c'est 20 heures. 20 heures, les axes. Pour chaque axe, on a établi un syllabus avec une liste d'objectifs pédagogiques, un cours exemple, donc qui donne corps à ce syllabus, et qui est vraiment un cours exemple, c'est-à-dire que si quelqu'un veut le prendre tel quel, il n'y a pas de problème, il est censé fonctionner à peu près en l'état. Si quelqu'un estime que ce n'est pas la bonne façon de faire parce que par rapport à ses étudiants, par rapport à ses compétences, il aura amené les choses différemment, il n'y a pas de problème, il peut le faire différemment, il peut piocher dedans pour recomposer, ajuster, etc. Donc c'est à la fois, ça évite le syndrome de la page blanche où on ne sait pas par où partir, ça fait gagner du temps, et en même temps, il y a cette souplesse qu'on peut l'adapter en fonction du terrain. Alors comment est-ce qu'ensuite ça peut glisser dans les enseignements? Ça justement, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que là, on n'est que sur l'étape socle commun, et on le voit vraiment comme un socle, c'est-à-dire le sujet sur lequel on s'appuie pour qu'ensuite ça puisse pénétrer les enseignements disciplinaires, cœur de métier. Il y a des enseignants des filières qui sont déjà très naturellement portés là-dessus. Je pense à des collègues géographes en particulier, des collègues en administration, etc., où là, ils sont des gens à qui ça tient à cœur, qui ont voulu AES dans l'UFR ZIEPG, où là, c'est déjà dans les maquettes, en fait. Et puis, inversement, il y a des disciplines où c'est très, très loin. Moi, je suis en physique. En physique, on n'a pas ces enseignements, a priori, dans la maquette. J'aurais pas cité physique. J'aurais cité lettres. C'est plutôt facile d'utiliser alors, en astrophysique, peut-être moins. Mais en sciences des matériaux, c'est assez facile d'utiliser sa matière comme prétexte à la transition écologique, cycle de vie, recyclage, ressources... Alors après, justement, là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que ça dépend énormément des perceptions des équipes pédagogiques. Et voilà. Donc c'est là où il y avait en fait, on a posé plusieurs projets rythme. Il y a eu deux résidences de la pédagogie pour accompagner la conception là que je viens de décrire. Donc vraiment concevoir le module et puis concevoir les formations pour les futurs intervenants sur le module. Donc là, ça y est, c'est parti. On a fait les 7 journées de formation en juin-juillet. Donc là, on a une quarantaine de personnes formées, puis on va en refaire d'autres pour en avoir plus. Et puis, pour stimuler, on va dire, le fait que des collègues aillent à l'étape d'après et fassent glisser, comme tu le formulais, dans les maquettes, on va construire un label, un écolabel,
qui, alors on espère, sera, pour l'instant il n'est pas fait, hein. Là on a rédigé la fiche de poste pour recruter un ingénieur pédagogique pour travailler dessus, on n'a pas encore recruté la personne, et donc son travail, ça va être à la fois de faire de la recherche bibliographique, qu'est-ce qui existe déjà sur le sujet, sachant que la pré-recherche qu'on a faite jusqu'à présent montre qu'il n'y a pas de label qui soit ciblé comme ce qui nous intéresse. On a des labels qui sont très 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 gros grains, type le label DDRS. Donc, ça ne va pas nous aider beaucoup sur cette histoire-là. On a des labels qui sont très ciblés, du genre l'intégration du développement durable dans cette thématique scientifique-là, ou thématique de formation. Et nous, on voudrait un label qui soit transverse, qu'on puisse appliquer à toutes les filières, pour rendre compte du fait que dans cette discipline, il y a eu un effort pour que la maquette intègre les questions socio-écologiques dans le cœur de métier. Alors, qui délivre le label ? Alors ça, c'est à discuter avec Rythme. En discutant avec Alice, elle avait dit... J'allais dire un open badge. Elle disait que ça pouvait être... Parce qu'il y a la question de... Quand on dit délivrer le label, ça veut bien dire qu'il faut qu'il y ait un coup d'œil extérieur pour vérifier que le cahier des charges est rempli. Celui qui le délivre a une vraie responsabilité. Ouais, exactement. Donc ça reste à construire, hein. Il faut explorer la piste si Rythme pourrait éventuellement jouer ce rôle-là. Et puis l'intérêt de ce label, c'est à la fois de cadrer ce que les enseignants vont mettre dans leur maquette et de donner de la visibilité sur cette démarche-là, à la fois du point de vue des futurs étudiants, donc les lycéens qui cherchent leur filière. Si dans la carte de formation, on voit le petit label, écolabel pour cette filière-là, peut-être que les étudiants qui sont intéressés par ça vont privilégier cette filière. Et puis pareil pour les futurs employeurs qui pourront être intéressés de savoir qu'ils auront recruter quelqu'un qui aura été un petit peu formé à tout ça. Très bien. Alors peut-être avant de vous passer la parole pour une première série de questions, j'avais une question tous les trois sur la capacité embarquée. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que les collègues se sentent investis, il faut voir qu'il y a un effet de transformation chez eux. Il y a des collègues qui sont déjà convaincus, c'est facile. Et du coup, est-ce que vous avez le sentiment que vous allez ramer ou vous commencez déjà pour aller chercher ceux qui sont un peu loin, voire ceux qui sont très très loin, y compris chez les étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui sont dans leur... je pense qu'ils sont tous très très impliqués sur le sujet, ils ne le sont pas tous, certains sont totalement concentrés sur leurs études, leurs difficultés en lien avec les études alimentaires, de logement, etc. Et ceux qui finalement, la TEDF passera après. Et comment vous allez les chercher? Est-ce que vous partagez déjà ce sentiment? Je pose une petite question à la même, pardon. Est-ce que vous partagez ce sentiment et du coup, quelle est votre stratégie pour aller chercher les Alors Florence, peut-être, même si toi, ils sont volontaires pour venir au départ. Oui, c'est différent parce que les miens sont volontaires et j'ai pas énormément de place. Donc là, c'était 10, on va ouvrir à 20 à la rentrée. Et en plus, il faut qu'ils soient bons en anglais, puisque l'idée, je les attire déjà en leur disant, vous allez pratiquer l'anglais. Donc, ils viennent pour ça au départ. Et je leur explique, il ne faut pas forcément avoir de connaissances sur l'économie circulaire. L'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser. Et on les attire aussi avec les visites d'entreprise. Quand je leur dis, on va visiter Michelin, là, ça leur donne envie. Et ils se prennent au jeu. Enfin, je me suis rendu compte, en tout cas, sur cette première étape, qu'ils se sont bien pris au jeu. Ils s'étaient intéressés, ils ont posé les questions. Donc voilà, c'est avec l'anglais et avec le contenu, surtout les visites d'entreprise, que pour les étudiants, en tout cas, j'arrive à les attirer. Et pour les collègues, alors, j'ai la chance d'avoir... Un extraterrestre ou... Non, parce que l'extraterrestre, on en a déjà un. Non, on a un enseignant-chercheur qui est spécialisé sur cette thématique-là. Donc, c'est lui qui impulse, en tout cas au sein du département dans lequel je suis. Et là, il est partie prenante, donc il va intervenir, bien évidemment, participer au challenge. On a un autre collègue qui commence une thèse aussi sur cette thématique. Donc, petit à petit, en tout cas, on essaie de ramener tout le monde, avec la difficulté de l'anglais pour l'option. D'accord, merci. François ? Okay. Merci. Moi, je répondrai à ta question, Sébastien, en disant... il faut travailler sur 3 leviers. En fait, le premier levier, c'est marquer le soutien institutionnel. Ça, c'est important. Il faut emballer les personnels, mais aussi les étudiants, en faisant preuve d'efficacité dans le soutien institutionnel. Et ensuite, le plus important, ça c'est le prémisse. Ensuite, le plus important, à mon avis, c'est de partager le leadership. C'est-à-dire que l'étudiant
doit avoir un vrai leadership dans le projet. Si on a des actions qui sont proposées par les personnels, ça ne marchera pas. Si on a des actions qui sont proposées que par les étudiants, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on ait un partage du leadership et le bureau vert va travailler sur ça. Et ensuite, j'ai réfléchi à l'organisation, au modèle de management du bureau vert. Et il y a trois possibilités. Il y a trois on va dire, possibles dans l'offre de management du bureau vert. Le premier possible, c'est de dire on a une équipe d'étudiants qui est accompagnée par le chargé de cellule campus durable ou par le VP. Une équipe étudiant avec une personne de contact, un facilitateur. Ce n'est pas le modèle le plus intéressant parce qu'il n'est pas favorable aux interactions et à l'engagement du plus grand nombre. Le deuxième modèle, c'est d'avoir une équipe où on a à la fois des étudiants et des personnels, ensemble. Ce n'est pas le modèle que je vais retenir non plus parce que je pense que le fait que les personnels soient avec les étudiants va brider finalement l'imagination et l'implication des étudiants. Parce qu'ils vont s'auto-censurer, entre guillemets. Et je retiendrai, moi, le troisième modèle de management, c'est-à-dire que le bureau vert est dirigé par une équipe d'étudiants et une équipe de personnel. Ce modèle-là me paraît le plus intéressant parce qu'il est dans l'interaction sous forme de challenge. En fait, chaque équipe, l'équipe étudiant, va pouvoir challenger l'équipe enseignant. Et j'aimerais qu'on arrive à un système d'organisation très démocratique, très impliquant et très participatif. Je vous donne un exemple. Si on a une équipe de 6 étudiants à la tête du bureau vert, en face, vous avez une équipe de 6 personnels, profs et BIATS, intégrés. Sur ces 6, ils vont proposer une décision, dans le respect bien sûr du schéma directeur, ils vont proposer une action et vont devoir prendre une décision pour proposer cette action à tour de rôle. C'est-à-dire un coup c'est les étudiants, l'équipe étudiante qui va proposer, un coup c'est l'équipe enseignante. J'imagine un fonctionnement où sur les 6, on va en tirer un au sort qui ne prendra pas part au vote et les 5 autres vont décider de l'action à mener. Un coup les étudiants et un coup les profs ou les personnels. Et donc en fait, ils vont mettre en challenge, alors on peut travailler sur la mobilité, on peut travailler sur les déchets, et en fait, moi je crois à cette capacité à emmener les autres par le challenge, en fait. Je vous donne un exemple tout simple, je ne sais pas si vous connaissez la petite application énergique qui a été mise en œuvre pour tous les fonctionnaires de l'État, dans le sens de la transition écologique. Tu connais sûrement, Benoît. Téléchargez cette petite appli, vous verrez le succès qu'elle a et l'emballement qu'elle provoque. Parce qu'on est dans le challenge. En fait, les gens sont compétiteurs. Alors moi, je suis en STAPS, hein, je suis bien placé pour le savoir, je suis un compétiteur. Mais les gens se tirent la bourre, pour le dire clairement, parce qu'il y a cette dimension du challenge. Et donc là, il y a un levier motivationnel, un levier psychologique qui est important à jouer. J'aimerais que les étudiants nous challengent en tant que personnel, et nous, personnels, on va challenger les étudiants. Moi, je pense à ça, et j'aimerais que ça tire tout le monde vers l'action. Merci, ouais. Julien, ton point de vue sur la capacité embarquée à aller chercher ceux qui sont les moins convaincus. Chez les enseignants, il y en a probablement, chez les étudiants, il y en a également. Il y a une énorme hétérogénéité de perception, ça va de... Ouais, merci. Ça va des personnes qui ne veulent pas en entendre parler, qui sont même carrément réfractaires, soit carrément en mode climato-sceptique, soit parce qu'elles estiment que ce n'est pas la place, que l'université, c'est un lieu de savoir, transmission de savoir, et c'est pas un lieu faire ce genre de choses qui est parfois jugé comme une espèce de militantisme politique ou quelque chose comme ça. Donc là, clairement, il y a du rejet. Et puis ça va jusqu'aux gens qui sont au contraire enfin heureux de voir qu'il se passe enfin des choses et qui ont envie de contribuer. Chez les étudiants, moi je peux surtout donner un retour d'expérience qui pour l'instant est extrêmement négatif. C'est-à-dire qu'on a essayé, on a fait passer des appels par un peu tous les canaux possibles avec l'appui du service com, mail, réseaux sociaux, affiches, etc. Il n'y a personne. Ils ont le chat à fouetter, quoi. Alors, je ne sais pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par la question. Ça veut dire que ceux et celles qui sont intéressés par la question n'ont pas envie de s'engager de la façon qu'on a proposé. Donc, du coup, ce que toi, tu proposes avec le challenge, ça a l'air intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Si ça marche, peut-être qu'on va s'en inspirer. Mais là, on a essayé, on a aussi monté un réseau de référents, comme beaucoup d'universités. On a fait un appel pour avoir des étudiants, 0. À l'époque du plan de sobriété, on a essayé d'impliquer les étudiants dans l'élaboration du plan de sobriété. Il y en a 2 qui ont répondu sur 26 000. Ils sont venus à la première réunion, ils ne sont jamais revenus.
Même les associations étudiantes ne sont pas plus... Alors les associations étudiantes, voilà, c'est pour ça que je ne dis pas qu'ils ne sont pas engagés, mais ils ne sont pas engagés dans ce que nous, on souhaiterait mettre en œuvre pour qu'ils puissent être impliqués dans ces logiques tripartites, etc. Mais effectivement, par exemple, on a l'association Théâtre Universitaire qui est hyper engagée, qui sont déjà depuis labellisés, j'ai oublié le nom du label, sur leur usage, réusage des costumes de théâtre, etc. Donc économie circulaire, etc. Donc ils sont hyper avancés sur le sujet. On a proposé une formation et une consultation des étudiants dans les associations pour verdir le fonds, le FSDIE, le fonds qui permet de financer des actions étudiants. Sur les 100, 200 étudiants concernés, il y en a 10 qui ont répondu. C'est déjà un meilleur taux de succès que sur la masse entière des étudiants. Enfin, 10% parmi les étudiants les plus moteurs, on va dire. Et voilà. Donc là, ça a pu fonctionner un petit peu. Donc là, notre prochain test, à la rentrée, on va faire du tirage au sort. On va tenter d'échantillonner dans tout l'établissement. On va prendre des noms au hasard dans les listes de diverses filières, en essayant de respecter certains critères de diversité. Tu ne parles pas de la fin de Parcoursup, là. Tu parles... Non, pardon. non, je parle bien de notre réseau de référents. Voilà. Et on va voir si ça serait un petit peu le petit nudge, le petit coup de pouce, qui fera que si c'est juste un mail ou un truc sur les réseaux sociaux, on fait « Ah ouais, pourquoi pas ?» Et puis ils ont autre chose, d'autres chats à fouetter, un examen, une sortie avec des copains, j'en sais rien. Et que là, si ça leur tombe dessus, genre toi, on a pensé à toi, viens voir, est-ce que ça suffit à ce qu'ils franchissent le pas d'effectivement venir voir de quoi il s'agit. Merci. Juste une anecdote. Oui, mais juste une anecdote avec Benoît, on a enregistré une petite vidéo pour LinkedIn sur le sujet. Ah oui. On n'a pas eu 10 millions de vues, mais on a eu un commentaire. Un enseignant qui disait « Mais quand le ministère va-t-il nous laisser enseigner tranquillement ?» Il y a un peu de marge de progrès. Très rapidement, puis après, il y a des questions dans la salle. Je voulais rebondir aussi, c'est qu'il y a des mots-clés qui ont été dits. Il y a la gouvernance, il y a comment tu accompagnes et comment tu as des relais. Et si je prends l'exemple de Rouen, la gouvernance, effectivement, quand la gouvernance dit on a une stratégie, ce sera notre signature, les collègues commencent à regarder. Puis en se disant, bon, ils s'amusent, c'est leur lubie. Mais quand tu commences à dire, voilà, on fait du redéploiement, il y a du personnel à l'instituteur, il y a des postes de professeurs, d'enseignants-chercheurs ciblés. Tu as un appel à sujet de thèse sur la thèse. Tu as un appel à projet avec une enveloppe de 400 000 euros sur ces sujets-là. Les collègues commencent à regarder ça d'un peu plus près en disant que c'est peut-être pas une lubie et qu'on en prend pour un certain temps. Et puis, tu as l'accompagnement. Donc, comment tu accompagnes ? C'est le bureau vert, c'est l'institut. Le bureau vert, l'institut, parce qu'il faut accompagner les collègues, c'est ne pas faire, mais accompagner, construire. Et puis, tu as besoin de relais. Tu as besoin de relais. Et c'est par exemple les réseaux des référents. Nous, on en a 4 pour les labos, pour les départements, pour les étudiants, pour passer les relais. Voilà. On a eu aussi une expérience quand on a mis il y a 2 ans nos 10 heures d'enseignement. Il y a une composante... il y avait un peu le feu, ils se sont dit mais c'est quoi ça, ils ne voulaient pas le faire. On est allé les voir, on a fait preuve de pédagogie et finalement il n'y a plus le rejet. Alors c'est tout aussi trouver l'équilibre entre il faut avancer mais pas brusquer les collègues et c'est ça aussi la difficulté. Voilà, c'était le témoignage que je voulais apporter. Merci. Une première série de questions. Juste, on a jusqu'à quelle heure du coup, Pascaline ? 11h30 ? Non, je plaisante. 10h30 ? Oui, c'est ça, avec le quart d'heure de retard, ça fait 10h30. 35. Oui, il y avait une première question. Juste, comme vous vous connaissez maintenant toutes et tous au bout de 3 jours, mais moi je vous connais pas tous, juste vous rappeler de qui vous êtes et de quelle structure ou université, établissement, projet vous venez. Michel Avaux, de Bourgogne-Franche-Comté. Déjà, ça me pas universitaire et dans le jardin vert, j'ai trouvé ça, l'idée me semble extraordinaire. Les étudiants, les personnels, les enseignants, peut-être les collectivités, mais n'oubliez pas qu'on est là à proximité. Les étudiants sont dans nos résidences. On a un projet qui vient d'être posé à 200 000 €, planter 500 arbres fruitiers au pied de nos résidences. Vous cherchez un tiers-lieu sur l'UB, je vous propose les jardins partagés. Le jardin partagé qui est un lieu extraordinaire. Le Crous a déjà développé des jardins partagés sur toute la BFC, mais aussi des abeilles pour développer la biodiversité. Je pense que vous ne le savez pas. Je pense qu'il faut aussi nous intégrer parce que
dans tout ce que vous avez dit, c'est très bien en théorie, mais les étudiants, ils attendent de la réalité de terrain. Ils attendent que ça change, que les choses changent au quotidien. Et nous, c'est plutôt notre cœur d'activité, c'est d'être très proche des étudiants. Le fait que nous ayons fusionné, Dijon-Besançon, nous avons créé dans le Crous BFC le Vous parlez des Crous. Oui, mais oui, oui, bien évidemment. Mais nous en sommes encore dépositaires de cette fusion et donc nous intervenons à l'échelle de la BFC. Mais nous avons créé, peut-être une des bonnes choses de la fusion, c'est que nous avons créé un service transition écologique, développement durable, qui s'est transformé en transition écologique. Et il y a 3 personnes sur toute la BFC qui travaillent sur le sujet et qui pourraient être en soutien des relais, comme vous venez de les dire. Mais si on nous oublie, si on n'est pas dans les initiatives, on ne pourra pas vous aider et relayer auprès de nos étudiants et des associations qui travaillent avec nous. Je pense à Campus Comestible notamment, mais pas mal d'autres. Et dans la gouvernance, n'oubliez pas les services civiques. Nous, on fonctionne beaucoup avec les services civiques parce qu'on donne de l'argent à des étudiants pour faire des missions. Et ils passent 8 mois à s'investir sur la mission, à apprendre, parce que l'étudiant, au départ, il ne sait pas. Et ensuite, au bout de 8 mois, il devient acteur de la transition écologique. Ensuite, des pistes aussi. Il existe Energy Cities qui a fait un gros travail sur le développement durable depuis longtemps. Il y a les POT, les pionniers ordinaires de la transition écologique qui sont là, des acteurs de la région qui peuvent vous soutenir et ça fait très plaisir. Pour conclure, ça fait très plaisir que l'université, pris au sens large, les universités prennent à cœur la transition écologique parce que nous, on sent que c'est important, mais on n'a pas toujours les moyens de l'UB, enfin de l'UB, de l'UFC, de l'UTBM, le moyen des universités pour mettre en action des choses. Vous avez, peut-être qu'on peut le faire ensemble. Ouais. Alors, merci. Pour réagir juste simplement à ta remarque, je me permets de te tutoyer. Bien sûr que le Crous est partenaire et il ne faut pas oublier que, par exemple, sur le campus dijonnais, le Crous est propriétaire de 50% des terrains. Donc 50% du campus appartient au Crous. Donc il est complètement impensable de travailler sans le Crous. Donc je connais bien Olivier Braun qui était responsable de la cellule on va dire développement durable avant de passer à la restauration à Dijon. Et donc quand je parle des personnels, bien sûr le Crous est associé en tant que partenaire et partie prenante à part entière du campus parce que c'est un occupant à part entière du campus. Voilà. Donc pas d'oubli. Merci Maxime. Et puis Madame. Merci. Donc Maxime Jacot, UBFC. Donc une question qui me venait sur la discussion belle et ça a été aussi en partie abordé sur le fait qu'il faut une stratégie pour les établissements. Les universités sont autonomes, donc elles pourraient aller beaucoup plus loin dans la manière de labelliser leurs diplômes. Il y a le supplément au diplôme, par exemple, où on pourrait faire apparaître sur chaque diplôme une reconnaissance de modules communs liés au TED. Et ça ne repose que sur des outils existants qui n'engagerait que l'université à faire reconnaître pour chacun des diplômes de chaque composante une activité, une part entière. Donc il y a toujours un petit peu, ce que je veux dire par là, le fait de vouloir réinventer des choses de côté, alors qu'il y a des outils qu'on pourrait mobiliser tout de suite, qui sont mal utilisés et qui pourraient s'appuyer sur une stratégie d'établissement. Voilà un petit peu le petit commentaire que je glisse. Moi, j'adhère totalement et je rajoute quelque chose. On est passé à côté de la loi ORE sur ce sujet. La loi ORE permettait d'individualiser des parcours. Sur 5 UE, on aurait très bien pu avoir une UE. Et quand je dis ça, je sais, la difficulté, c'est de bouger les disciplines, mais une UE qui soit consacrée à des enjeux de société hors la discipline. Et franchement, il y a peu d'établissements qui s'en sont saisis. De mettre vraiment une UE par semestre tout au long du déroulé de la licence au moins pour qu'on puisse accompagner ces sujets comme bien d'autres qui touchent notre société. Petit message personnel. Madame. Merci pour vos interventions et pour vos actions. Moi, j'ai fort mauvaise conscience en vous écoutant. Et donc, j'essaye de voir ce que je peux faire à mon échelle. Et donc, vous avez parlé, monsieur... Vous venez d'où, madame? IUT de Montbéliard, réseau et télécom, département numérique, on consomme énormément. Je voulais pas le dire, en fait. Trop tard.
Donc pour Monsieur Vécarlé, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais je suis un petit peu comme Louise Plantin, j'ai eu du mal à relever le troisième levier. Donc le premier, c'est le volet institutionnel, sur lequel on n'a pas tout à fait la main. Le deuxième, c'est le leadership passager, je suis tout à fait d'accord, donc avec les fresques qu'on verra cet après-midi, bon, moi j'essaye effectivement de redistribuer le leadership. Et le troisième, je suis pas sûre de l'avoir saisi, c'est le défi, le challenge, c'est ça dont vous avez parlé. Et j'ai pas eu le temps de saisir le nom de l'application que vous avez donné. Le petit nom de l'application, c'est pas du tout en lien avec le Bureau Vert, hein. C'est quelque chose qui est mis en place par le ministère de la Transition écologique. Ça s'appelle le challenge énergique, avec un C à la fin. Et donc c'est une application qui vous invite au quotidien à découvrir des gestes et à faire des actions en faveur des axes du développement durable, la biodiversité, la consommation, l'eau, etc., etc. Et donc en fait, moi j'ai trouvé ça impactant parce que je l'ai proposé à l'équipe de gouvernance, à la nouvelle équipe de gouvernance. Et j'ai été surpris de l'adhésion des gens qui ne sont pas très vertueux en termes de développement durable parmi nos collègues de VP et présidents. Et ça crée une émulation. Avoir des noms. Ça crée une émulation. J'ai les noms, mais je les garderai pour moi parce que je veux pas d'histoire. Et du coup, quand vous voyez cette émulation sur une toute petite action, hein, c'est anecdotique ce que je vous dis, mais le fait de challenger, on embarque très rapidement des gens sur un mouvement. Et ce qui est important, c'est la dynamique. Si vous avez la dynamique, les actions vont suivre derrière. Et il faut créer le levier motivationnel qui permet d'impulser la dynamique. Et donc challenger, en fait, si les profs ou les personnels challengent les étudiants, ça va les intéresser. À l'inverse, les étudiants vont nous challenger. Sur la mobilité, par exemple. Une semaine, tout le monde à vélo. Bon, allez, on accepte le challenge, vous avez posé ça comme action du Bureau Vert, vous avez voté pour cette action, on se l'impose, et nous, en tant que personnel, on fait en sorte que dans l'UFR ou dans l'université, on relaie l'information et on essaye de relever le challenge. D'accord ? Avec des outils pour mesurer, et qui a gagné, etc. Il faudra rendre compte. Hein, mais ça va marcher. Enfin, j'espère. On va commencer modestement, hein, bien sûr, ça prendra de la puissance au fil de l'adhésion. J'espère qu'on n'aura pas que 2 volontaires comme Julien l'a évoqué tout à l'heure, mais bon, on va pousser fort pour essayer de motiver les troupes. Voilà. Sorine et puis Philippe. Oui, question en ligne. D'accord, et puis moi j'ai encore une série de questions aussi, donc ça sera bien 11h30. Moi j'ai pas de questions, je voudrais vous remercier pour vos participations, c'est très riche. J'aimerais apporter juste un témoignage ici, parce que vous êtes... Alors, c'est Sorine Ignat, je suis ancien chercheur ici sur le campus de Cluny, correspondant rythme BFC pour le site et pour l'ENSAM, en charge de services d'appui à la pédagogie de l'ENSAM. Mais ce n'est pas ce titre-là que je veux vous parler, c'est bien concernant la transition et des actions qui ont été mises sous vos yeux en place déjà depuis 2010. Donc j'ai eu l'occasion à l'époque de diriger ce campus et puis le d'efficience énergétique dans lequel on a impliqué les étudiants. Il fallait voir comment les étudiants passent leurs collègues sur tout ce qui était gaspillage. Et nous avons réussi à l'époque de réduire de façon pérenne les consommations d'électricité et de gaz de 20% en 2010. Donc avant que, autant vous dire qu'à l'époque, je passais au début du projet pour les collègues se sont rendus compte que, en effet, ça n'impactait pas leur activité. Donc on a réussi à maintenir les activités malgré ces réductions. Et plus récemment, en sortant de cette aile nord du pays, vous allez voir que sous les ateliers, il y a des panneaux photovoltaïques qui ont été montés récemment. Donc on a eu un projet que j'ai piloté également de la transition qui nous a permis de monter ces panneaux et d'avoir une trajectoire qui nous permet de s'inscrire dans la loi de la transition, donc la réduction de 60% de nos consommations d'ici 2050, avec l'implication des personnels, avec l'implication des étudiants. Donc vous l'avez sur votre site historique, je le rappelle, donc c'est un monument historique. Et petite anecdote pour ceux qui ne savent pas,
tout monument historique, donc un architecte, c'est le même pour Cluny que celui de, tu le sais, Palais de Versailles. Merci. Alors, c'est pas une question, c'est plus un vœu. Donc, Philippe Lal, ANR. Alors, dans la note de cadrage, pour reprendre le mot, donc on a tous revu les objectifs. Il était prévu, et ça va se mettre en œuvre, un pôle de ressources, TEDS, c'est dit. Donc, mais juste, c'est important. Je vais suivre au titre de l'ANR, mais donc mon vœu, c'est que la communication elle soit bien faite dans les établissements, parce que dans les projets NCU que je suis, il y en a plein qui développent des ressources, et on a vu que c'est important de contextualiser, hein, il n'y a pas de sujet, mais il y aura quand même ces ressources nationales qui servent à la formation, on va dire, un peu générique, hein, peut-être, et or je vois plein de projets qui développe déjà ce genre de choses. Donc pour une bonne utilisation des crédits de l'État, si je peux me permettre, Sébastien, parce que c'est plus toi qui devrais dire ça, et puis du temps aussi, parce que ce qui manque le plus, c'est peut-être des fois le temps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une forte communication là-dessus. C'est prévu dans le projet, hein, qu'il y a un volet communication. Ben, voilà, mon vœu, c'est que l'État communique largement auprès des établissements dans le cadre de la liberté pédagogique, etc. Mais pour que ces ressources soient connues, et connues jusqu'à la base, hein, des collègues. Voilà. On se rappelle effectivement à parler de l'UVED, il faut qu'on en dise un mot. Vas-y. Ouais, j'ai juste envie de réagir en disant sur la conception telle qu'on l'a faite là, du module dans notre établissement. Clairement, on a utilisé ce qui était, quand ça nous a semblé pertinent, hein, ce qui était sur l'UVED. Mais d'un autre côté, ça me semble important de réinventer la roue. Alors certes, c'est de l'énergie gaspillée en un sens, mais en fait, c'est pas de l'énergie gaspillée. C'est des gens qui ont un point d'entrée sur le sujet et qui, en se plongeant dedans pour concevoir quelque chose collectivement avec d'autres personnes, se retrouvent confrontés à d'autres points de vue et se retrouvent dans l'obligation de consolider leurs connaissances. Le fait de se reposer de manière trop importante sur des ressources externes, ça risque de limiter cette dimension-là. Donc si je le reformule, je pense que le fait de s'investir dans l'élaboration, malgré le fait que ça a déjà été fait ailleurs, ça permet vraiment de construire une communauté de connaissances plus large que si on s'appuie exclusivement sur quelque chose d'externe. Ouais. Un mot, Benoît, oui, une question embêtante à poser après. Moi, je vais être long, alors, comme ça, vaut pas que tu me la poses. Voilà, c'est fini, donc. En réalité, je pense qu'il faut les deux. Voilà. Et puis, ça a été dit, hein, les niveaux des universités, des écoles sont très hétérogènes. Donc, on a besoin aussi d'accompagner ceux qui sont assez loin du sujet. Et effectivement, on n'a pas redéfini là, parce qu'on pensait que tout le monde connaissait par cœur la note de cadrage et de préconisation. Les éléments importants, c'est les 30 heures, c'est les thèmes dont on a parlé. C'est qu'il faut qu'il y ait une certification. Nous, on a préconisé des ECTS, mais c'est pas seulement ça. Hein. Il y a d'autres certifications. Il y a l'Open Badge, par exemple. Et effectivement, un pôle national de ressources pédagogiques, et c'est l'UVED, l'Université virtuelle de l'environnement et développement durable, qui a été choisie, parce qu'ils ont pignon sur rue, et ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur le sujet. Mais ils sont là aussi pour apporter des ressources, hein, différents types de ressources, et d'accompagner les établissements. D'ailleurs, dans la note de cadrage et de préconisation sur la formation des étudiants en premier cycle, dans les consultations, le travail collaboratif, il est bien écrit que ça ne doit pas être que en distanciel et qu'on va vers un mode hybride du distanciel et du présentiel. Et le distanciel, l'UVED a beaucoup de ressources. Et d'ailleurs, les ressources, c'est toujours la même chose. Il faut qu'elles soient validées scientifiquement. Donc à l'UVED, on a mis en place aussi avec le ministère et l'UVED un comité scientifique pour valider les ressources de l'UVED. Et sur l'UVED, il y a des tas de choses. Il y aura une section dédiée, une section TEDS, et avec une validation par un comité scientifique parce que ça, c'est important. Hein. Alors, il y a des questions en ligne que je vais prendre, mais je n'oublie pas la question embêtante. Pour Julien, peut-on faire un jardin sur les espaces, donc je pense qu'on parle du bureau. Non, un jardin sur les espaces verts aux abords des locaux de l'UFC. Si oui, dans quelles conditions? Pour Julien, non. Peut-on faire un jardin sur les espaces verts aux abords des locaux de l'UFC?
partagés. Oui, oui. Il y en a déjà. Bon. Oui, il y en a un derrière SJEPG, il y en a au Crous, sur le même campus, et il y en a en Nord-Franche-Comté. Il n'y en a pas forcément sur tous les campus, parce que tous les campus ne s'y prêtent pas, hein, quand c'est très minéral, en centre-ville, on ne peut pas bien partager. Mais oui, il y en a déjà quelques-uns, et si ce n'est pas suffisant et qu'il y a du monde pour participer, pourquoi pas. Une question pour Benoît. Le point de bascule évoqué au début est-il également ressenti au plan international? Est-ce qu'on a pu identifier les leviers? Qu'est-ce qu'on connaît finalement du benchmark international? Alors c'est très hétérogène, c'est toujours la même chose. Il y a des universités, quand on regarde au Canada, dans les pays nordiques très avancés, puis il y en a d'autres beaucoup moins, quoi, voilà. Et puis on le retrouve au niveau des négociations internationales. Si vous prenez des pays comme l'Inde, par exemple, c'est très peu avancé, donc c'est très très hétérogène, quoi. Une question qui est longue après, donc je ne vais peut-être pas la poser. Pour Julien, est-ce que le module de 20 heures est disponible en ligne? Oui, merci. Il y a une page Moodle, il suffit de m'envoyer un mail. J'attends la réponse d'Adam Duperron ici présent pour ouvrir la page Moodle sans que j'ai besoin d'inscrire les gens, que ça soit juste en accès libre. Tu m'expliques, c'est le mail dont j'attends la réponse. On vous laisse. Une question pour François. Je n'arrive pas à comment accéder à l'application Challenge énergique. Elle a beaucoup de succès sur l'application. Elle nécessite un code communauté. Comment en avoir un ou créer un? Alors, ouais, d'accord. Il y a une procédure. Alors, comme c'est les agents publics de l'État, je crois que c'est État SPE point d'exclamation, mais je suis pas sûr du tout. Il faut renseigner le code et ensuite vous choisissez en fait votre université d'appartenance, quoi, ou votre collectivité d'appartenance. Il y a le pénitentiaire, il y a la préf, il y a l'université. Donc il faut rentrer le département, je crois, et ensuite on a le choix de rentrer soit UFC, soit UB, ou Université Franche-Comté, encore associé. Il existe encore le choix possible. Vous choisissez ce qui vous fait plaisir, mais il faut rentrer État, SPE, point d'exclamation, je crois, le département et le choix de la composante ou de l'université. Voilà. Bon, on vous met ça dans le chat. Il y avait une question pour Benoît, mais je crois que tu avais déjà répondu. C'est allons-nous disposer d'un cadre partagé pour le socle commun transition socio-écologique? Visiblement, quelqu'un n'a pas compris ce que tu as dit. Par rapport à un cadre partagé sur l'IVED? Non, sur la formation, mais c'est la note de cadrage qu'on a envoyée l'année dernière. Le cadre partagé, c'est la note de cadrage et de préconisation qui a été envoyée au chef d'établissement, comme il y aura aussi une note de préconisation pour la culturation et la formation des enseignants. La question embêtante, les moyens, parce qu'on met des notes de cadrage, le ministère nous envoie des choses, mais avec quoi on finance tout ça, monsieur Léniel? Tu te venges un peu, parce qu'on te la pose souvent. Et voilà. Oui, alors les moyens, d'ailleurs on a écrit dans la future note, on en parle, il y a une rubrique sur les moyens et les dispositifs, et il faut savoir que les moyens, la transition écologique, c'est l'affaire de tous. Donc à partir du moment où on a dit ça, les moyens, c'est l'affaire de tous. Voilà. Il y a eu le ministère, honnêtement, a fait un gros effort, notamment avec les comptes. Les comptes, contrat d'objet, voilà. Contrat d'objectifs de moyens et de performance, hein, où c'est vraiment un levier stratégique et de contractualisation avec les établissements. Et dans les comptes, vous avez 4 politiques publiques prioritaires et il y a un axe TEDS. J'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, c'est 14 millions. Voilà, c'est ça, 14 millions sur l'axe TEDS pour la vague 1 des comptes. Donc voilà, donc il y a déjà... Et ce qui est intéressant avec les comptes, c'est qu'il y aura une continuité. C'est parce que c'est ça aussi, dans les moyens, on peut aller aussi chercher aussi de l'appel à projets. Il y a des appels à projets nationaux. Le pacte vert européen, il y a des appels à projets sur l'Europe où il faut faire une veille. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'appels à projets. Hein, donc on peut aller les chercher, mais ça manque souvent quand sur les appels à projets, c'est comment on établit une continuité, et les comptes permettent d'avoir cette continuité. Et puis, comme je l'ai dit aussi, il y a les établissements qui doivent aussi faire du redéploiement. Et les liens avec régions et métropoles. Voilà. Et il y a un levier qu'on oublie de valoriser, mais qui est important, l'AMI, compétences et métiers d'avenir, 416 millions d'euros sur la saison 1, sur les objets de formation en lien globalement
avec la transition écologique, y compris le nucléaire, François. Oui, y compris le nucléaire. Et puis, Bien sûr. on pourrait dire aussi sur les projets France 2030 Excellence, certaines universités se sont positionnées sur ce sujet-là. De la transition. De la transition, voilà. Une question vraiment à chacun. François, justement le COMP, est-ce que dans le COMP de donc l'UB et dans la vague 3 des COMP, est-ce que le bureau, ou est-ce que tu as tu n'es pas obligé de me répondre, mais est-ce que tu as déjà les pistes et les idées que tu veux défendre avec ton président devant le ministère sur le COMP, sur la transition? On a rendu le document hier. Pour ça qu'hier après-midi, j'étais pas là parce qu'on était en relecture du document. On va au rectorat lundi pour défendre le COMP. Et donc, on a engagé une demande à hauteur à peu près de 4 millions d'euros. Et sur ces 4 millions d'euros, donc il y a 14% ou 15% qui seront dédiés à la transition écologique. Et dans les leviers prioritaires, vu qu'on a créé une vice-présidence et qu'on a détaché une cellule campus durable bien identifiée maintenant, l'essentiel des demandes va sur le renforcement de la cellule pour qu'on ait des chefs de projet biodiversité un peu comme à Rouen dans l'Institut Turn. Et donc le renforcement de la cellule et un accompagnement pour la déclinaison du schéma directeur en action. Voilà. Donc c'est ça qu'on a valorisé dans le cadre du COMP. Florence, c'est quoi la suite maintenant pour ton projet? Est-ce qu'il y a une volonté d'essaimer plus largement aux étudiants du site, voire de l'université, sur cette approche de l'économie circulaire? Donc l'idée, c'est d'aller au-delà. Alors l'année prochaine, de donner un petit peu plus d'envergure, en ouvrant à 20 étudiants et en passant sur tout le semestre au lieu de un trimestre. Et à terme, l'idée, ce serait de créer comme un double diplôme pour les étudiants. Donc, encore en réflexion, mais c'est l'idée prochaine. Et pourquoi pas ouvrir aussi à la formation continue. Et Julien, une question facile pour terminer. Je crois savoir qu'il y a 2 PE qui sont en cours de construction dans notre région et qu'il y a une convention de coordination territoriale qui va lier les deux. Est-ce que dans cette convention, il y a le sujet de la TEDS comme étant un trait d'union, un point commun des établissements des EPE en cours de construction? D'accord. François, est-ce que dans le projet de convention de coordination territoriale, est-ce que le sujet de la transition écologique est un trait d'union ou un vecteur partagé à l'échelle des 2 futurs EPE et des établissements partenaires? Là, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas comment déployer la stratégie UB à l'échelle de l'EPE pour l'instant, de notre propre EPE. Donc, entre la coordination entre les deux, on n'est pas encore à ce stade de réflexion. Mais il faudra. Ouais. Je dois avouer que cette dernière question est un peu vicieuse. Pardon. Est-ce qu'il y a une ou 2 dernières questions à la salle? Et puis après, on passe au café, sinon Pascaline va me frapper. 2 questions. Il y a monsieur assis. Bonjour. J'aimerais revenir sur la question concernant le socle commun. Donc, la formation qui aura lieu pour l'ensemble des formations en licence. C'est, si j'ai bien compris, une obligation pour les universités. On parle de socles communs qui seront certifiés, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont de commun si chaque université a une formation qui sera différente et que même dans les universités, on a des objectifs pédagogiques qui sont différents? Ma question, c'est vraiment sur cette notion de commun. Quelles sont les œuvres en ce sens potentiellement au ministère, ou est-ce qu'il faudra s'adresser à d'autres institutions pour obtenir justement ce cadre commun? Le socle commun, comme vous savez, il y a aussi une liberté. Le socle commun, on est parti du principe qu'il faut que nos étudiants aient une base, voilà, quand on veut travailler sur la transition écologique. Et puis après, les prochaines étapes, comme on a dit, il y a l'intégration disciplinaire et la spécialisation, notamment autour des métiers verts. Mais il faut commencer avec une base. Le socle commun, ce qu'on a défini, c'est des thèmes. Il y a des mots-clés aussi sous les thèmes, et en se disant, voilà, il faut partir de ça, ces grands thèmes. Si on veut faire plus, d'ailleurs, dans notre note, on a mis 30 heures, si on veut faire plus, on peut faire plus que ces thèmes, mais la base, c'est ces 4 thèmes-là, avec des mots-clés pour aider à construire le socle commun, et pour l'aider aussi à accompagner la construction. Comme on disait, il y a le pôle national de ressources pédagogiques, l'UVED, qui a déjà travaillé sur le changement climatique, qui a déjà
il y a déjà un MOOC, et donc vous pouvez vous appuyer sur... Et puis dans les universités, on a aussi les compétences. On a des spécialistes qui travaillent sur le climat, sur la biodiversité, en SHS, sur les ressources. Normalement, on a les spécialistes, et ce qui était dit à un moment donné, l'expérience qui a été donnée là, c'est d'arriver à agréger un noyau dur de collègues, d'avoir avec une trentaine de collègues, on avance. L'idée, c'était vraiment de donner des 4 priorités. C'est des choses qu'on veut voir à tout prix, de construire avec l'UVED les ressources qui déclinent ces 4 priorités, et après aux établissements de s'en saisir de par les compétences des enseignants-chercheurs, voire du tissu associatif ou de l'écosystème territorial. Mais donc, on ne pouvait pas être plus intrusif en donnant des alinéas ou des descriptifs. Après, quand quelqu'un fait le cours sur le climat, il n'y a pas de 36 façons d'aborder le cours sur le climat. Pareil sur la biodiversité, on a eu le cours sur les ressources au ministère. On a fait ce test, on n'a pas dit au ministère, les 800 agents du ministère vont être formés sur justement une introduction générale, une conclusion qui parle un peu de la politique du ministère, et il y a les 4 axes sont proposés. Si vous validez, si vous assistez à 2 modules sur les 4, vous avez un open badge que l'on a travaillé avec Rythme. Et si vous avez les 4, on peut monter en gamme dans les open badges pour avoir des niveaux supérieurs. Donc on s'en est saisi en interne, et Benoît a fait des cours. On a un collègue de Rennes qui a fait la biodiversité. On a l'ancien chef d'ED qui a fait le côté plus politique autour des stratégies de l'État. Donc on l'a testé et ça marche. C'est comme un cours je fais de la science des matériaux, probablement mon collègue de Toulouse, il l'aborde différemment, et au bout du bout, il forme des gens, j'espère, aussi bien que moi, aux matériaux. Exactement. Monsieur, le mot de la fin. Oui, ça tombe peut-être mal que ça soit le mot de la fin, mais tant pis. Je fais suite à votre question sur les EPE. Donc, je suis Jérémy Coronet, je suis médiateur scientifique à l'Université de Franche-Comté. On parle beaucoup de cette double injonction, et c'est vrai que je m'étonne quand même de ces échelles de nos établissements. Donc le ministère nous a incité ou demandé gentiment de faire des communes, des EPE ou des fusions. Mais prenons l'exemple européen. L'Europe fait le Green Deal et incite les universités à faire ces alliances européennes. J'ai quand même l'impression que c'est plus vrai sur les alliances, que ça a forcément un impact. Et est-ce que ces impacts vont être calculés, l'impact des alliances européennes avec davantage de mobilité, même si c'est de la mobilité numérique, ça a un impact aussi. Enfin, vous allez faire des fresques du numérique. Donc ça a forcément un impact. Donc ces efforts localement qu'on fait en travaillant avec les étudiants, les personnels pour qu'ils arrivent à vélo, et en même temps on les met dans des avions pour qu'ils aillent passer tous 15 jours à l'autre bout de l'Europe. Je réponds sur les EPE. L'État n'impose jamais un EPE. Non, ne demande même jamais un EPE. Ce n'était pas le cas sur les communes et les presses, qui est une obligation. Il y a eu des tentatives de fusion il y a quelques années. On a vu les limites. Sur les EPE, c'est vraiment le choix des établissements. Croyez-moi. Sur les alliances européennes, donc effectivement, il y a eu encore 14 établissements qui ont obtenu le label début juillet. Donc ça fait qu'on aura une 60aine d'universités françaises leaders, ou en tout cas contributrices à l'alliance européenne. On est exactement dans nos contradictions, mais comme on peut l'être quand on est enseignant-chercheur, est-ce que ça a du sens d'aller au Japon pour 3 jours de colloque? Mais si je ne vais pas au Japon, je ne prends pas la bière avec le collègue avec qui je vais avoir une collaboration après et des échanges fructueux. On est là dans cet équilibre qu'il faut trouver entre... désolé, j'avais dit que je ne répondrais pas, finalement je le fais quand même, mais cet équilibre qu'il faut entre la nécessité de permettre des échanges. Si on fait une alliance européenne, mais tous les étudiants restent dans leur pays et dans leur université, ça n'a pas de sens. Donc il faut permettre des mobilités. Après, il faut les envisager les plus douces possibles, etc. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas en remplaçant tous ces échanges par du numérique qu'on réglera la situation écologique. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Il faut trouver un équilibre. Et dans les alliances, c'est aussi bien de réfléchir aussi à sa façon de fonctionner. Dans l'alliance européenne qu'il y a à Rouen, il y a un axe TEDS et comment on réfléchit. Et donc, au lieu d'avoir des séjours courts, souvent les séjours sont plus longs. S'il y en a 2 de prévus, on en fait un plus long. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur les déplacements en Europe. Si c'est en Belgique et pas très loin, on peut y aller en train. Si c'est plus loin, bien évidemment, à un moment donné, c'est l'avion. Et donc, voilà, il y a toute une... Et dans les alliances, il faudrait qu'il y ait aussi un axe TEDS pour avoir cette réflexion-là. Voilà.
Je crois qu'il est temps d'arrêter. Merci beaucoup pour vos questions et un grand merci à mes 4 contributeurs, contributrices.